Bonjour. L'auto-édition ou s'auto-éditer, c'est lorsque l'auteur lui-même prend en charge l'édition de ses ouvrages sans passer par l'intermédiaire d'une maison d'édition traditionnelle. Elle se distingue précisément de l'édition à compte d'éditeur. Donc lorsqu'on parle de l'édition à compte d'auteur, l'éditeur s'en charge, mais aux frais de l'auteur. À travers le temps, plusieurs auteurs ont eu recours à l'auto-édition et ont magnifiquement bien réussi. On citera à titre d'exemple Honoré de Balzac, André Gide, Charles Bukowski. De manière beaucoup plus contemporaine, on citera ce magnifique titre, c'est « Contes, nuances de Grey » de E.L. James, publié à compte d'auteur en 2011 et qui a eu un succès phénoménal. On n'oubliera pas que les auteurs québécois s'exportent de plus en plus ailleurs. Selon Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le nombre d'auteurs auto-édités a progressé de 56% de 2008 à 2015. Le nombre d'œuvres auto-éditées a augmenté de 45%. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvie Laporte, auteure, qui est passée au monde des arts après une première carrière en droit. À la télévision, on l'a vue comme comédienne et chroniqueuse. Depuis plus de 15 ans, elle agit à titre de directrice de plateau en surimpression vocale. En plus de prêter sa voix à ce type de doublage, elle dispense de la formation dans ce domaine. Elle écrit également depuis de nombreuses années. Elle a écrit L'œuf, Lui le caméléon, Le fil, Les petits arrangements, Une berceuse pour Jérôme, qui est son 5e roman. Ici Kamal Benkiran. Bienvenue à l'émission Art et Lettres. Alors Sylvie, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Art et Lettres. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Vous avez écrit 5 romans jusqu'à date. Oui. Le tout dernier, c'est Une berceuse pour Jérôme. Oui. Et les 4, donc c'est, je vais le dire pas forcément en ordre, mais il y avait Le fil, L'œuf, Lui de caméléon et Les petits arrangements. Parlons d'abord de ceux qui ont précédé Une berceuse pour Jérôme. Lui, le caméléon, on parle de l'histoire d'un personnage qui change, parce que moi, quand je dis caméléon, c'est comme une histoire, c'est comme une personne qui change peut-être de peau ou de... En fait, c'est plus ou moins lui qui change. C'est plutôt le regard des autres qui change. En fait, il est la même personne qui ne joue pas, qui ne veut pas donner un faux visage. Mais évidemment, si moi je vous parle aujourd'hui, c'est une facette de moi. Si je suis avec mon amoureux, c'est une autre facette. Si je suis avec des collègues de travail, c'est une autre facette. Alors, Louis décède et des gens qui l'ont connu vont se retrouver à un moment donné au salon funéraire, mais ils ne se connaissent pas et ils se rencontrent avant les funérailles et on parle toujours, j'ai un ami qui est décédé, et ils ne peuvent pas réaliser que c'est le même individu. Okay. Et ça vient au départ d'un ami que j'aimais beaucoup et j'étais là quand il est décédé, il avait 43 ans. Et quand je suis allée au salon funéraire, les gens parlaient de lui et disaient « Ah, mais tu sais, il était comme ci, comme ça ». Je me disais « Mais on ne parle pas de la même personne ». Chacun a une perception différente. Exactement, mais c'est toujours... Et lui ne raconte pas d'histoire, il est tout à fait intègre. Mais c'est nous qui le voyons d'une façon différente. Oui, c'est notre regard. Et je trouvais ça très impressionnant. Alors, j'avais décidé de faire un roman en fonction de ça. En fonction, parce que le regard, c'est toujours notre regard qui détermine l'attitude aussi de l'autre. Absolument. Et ça, c'est très intéressant comme thématique. Les petits arrangements. Alors, il y a des petits arrangements que chacun a fait avec sa vie. Hein, oui, mais aussi, au départ, moi, je pense que chaque individu, peu importe ce qu'il fait dans la vie, peu importe ce qu'il est, si on gratte un peu, il y a un univers qu'on va retrouver derrière. Tout un monde, oui. Alors, dans les petits arrangements, entre autres, il y a Eva, qui a 85 ans, qui vit toute seule dans sa maison. Et tout le monde autour, les voisins, considèrent que, bon, c'est une vie plutôt ennuyeuse et qu'il n'y a rien de particulier. Et on réalise qu'elle a une vie foisonnante. Et on voit la même chose pour tous les personnages. Dont Bertrand, qui a une quête, ne pas perdre une seule seconde de la vie.
ne pas perdre. En profiter. En profiter. Chaque seconde, mais sa façon à lui d'en profiter n'a à peu près aucun sens. C'est-à-dire qu'il ne veut pas avoir de voiture parce qu'il veut aller lentement, il ne veut pas faire son marché. Donc il fait des choix. Il fait des choix qui sont particuliers, mais qui créent un personnage tout à fait intéressant. Parce que dans le fond, pour moi, tous mes romans, ce sont des romans sur une quête d'identité, sur le désir d'être plus que ce qu'on était au départ, d'être plus et d'être mieux, et de faire en sorte qu'on ait un rayonnement autour de nous. En fait, c'est cette quête d'identité qui se retrouve dans chacun des livres, mais avec une vision différente. Mais avec une vision différente, il y a l'œuf, et l'œuf, donc c'est un roman onirique du personnage qui part à la recherche d'un œuf, et le fil, c'est aussi un roman onirique où on parle d'un fil directement lié en nombril. Je trouve ça original, encore qu'il y a un personnage qui revient dans les deux romans, à savoir Ariane Dédale. Oui. Qu'est-ce qui caractérise en fait, cette personne? D'abord, ces deux romans-là, l'œuf, c'est le tout premier roman. Et le fil a immédiatement suivi. C'est suite à, bon, moi je faisais un autre métier auparavant et j'ai décidé à un moment donné de tout quitter. Je suis allée vivre à Paris. Quand je suis revenue, j'ai commencé à faire du cinéma, du théâtre, bon, etc. Et j'ai changé complètement de milieu. Après ça, j'ai commencé à écrire. Et c'est cette espèce pendant cette période-là, j'ai fait plusieurs rêves où tous ces changements ont pu s'opérer. Et alors, l'œuf et le fil, c'est un peu cette quête d'identité réelle, aussi. Mais fait d'une façon onirique, fait d'une façon... ce n'est pas des contes, mais c'est quand même sous ce format-là. Et Ariane Dédale, donc, c'est la personne qui cherche... Elle est toujours en quête de quelque chose. De quelque chose, en fait, de sa propre réalité et de sa propre vérité. C'est la vérité de soi. Oui. Là, en fait, moi, je cherche, et je pense que mes personnages cherchent à être alignés sur eux-mêmes. On n'est jamais si heureux que lorsqu'on est aligné sur soi-même. Intéressant. Et c'est ça, dans le fond. Donc, dans la quête d'identité, il y a toujours aussi une quête de vérité. Oui, absolument. Absolument, parce que je pense qu'on trouve notre identité par la vérité. Par notre vérité, mais aussi par la vérité qu'on accepte chez les autres. Qu'on accepte, parce qu'il faut l'accepter dans un premier temps, ça passe par cette étape-là. Oui, absolument. Et finalement, il y a La berceuse. Pour Jérôme, un roman intense, où j'ai aimé les personnages pleins d'humanité, surtout une multitude de personnages qui volent en éclats à chaque fois qu'il y a une instabilité quelque part. C'est vrai. Un homme enfant, comment est-ce que vous avez pu... Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir peut-être... Alors, au départ, je marchais régulièrement sur la rue où j'habite et il y avait toujours, au 3e étage d'un édifice, un balcon. Et il y avait un homme qui se berçait constamment. Et il chantait sa musique, il l'avait dans les oreilles, mais moi je ne l'entendais pas, mais il criait en chantant. Mais il avait l'air tellement heureux pendant qu'il faisait ça. Mais en même temps, il avait l'air tellement malheureux et perdu dans le monde dans lequel il était. Et je me disais, mon Dieu, quel personnage! Ça vous a parlé? Ça m'a parlé beaucoup. Et je me disais, dans le fond, toujours dans la quête d'identité, mais sous un autre angle, l'angle de trouver sa place. Nous dans tous, la société. Nous cherchons notre place. On la trouve, parfois on ne la trouve pas. Et quand on l'a trouvée, on réalise quelque temps plus tard que, oups, ce n'est plus vraiment ma place, je dois en trouver une autre. Je dois en trouver une autre. Alors, si vous permettez, on va juste en faire une pause, on va rebondir toujours sur la place d'un être humain dans la société. On fait une pause, mesdames et messieurs, on vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres, avec notre invitée, Mme Sylvie Laporte. On parlait de la place des personnages dans la société et on parlait de Jérôme, l'homme enfant au sein de la société.
Ben, en fait, c'est que Jérôme soulève bien des interrogations. D'abord, il y a le personnage en soi qui est super intéressant, sympathique, bon, etc. Mais c'est quand même un homme de 35 ans qui a la mentalité d'un enfant peut-être de 10 ou 12 ans. Oui. Il est sympathique, tous les gens autour de lui l'aiment bien. Cependant, ça crée quand même des problèmes par rapport à Marguerite, disons, sa sœur, oui, qui a 45 ans et qui se voit obligée, parce que ses parents sont décédés, de s'occuper de son frère qu'elle adore. Oui. Mais elle est obligée quand même de s'en occuper. Et comment elle peut-elle trouver sa place là-dedans? Parce que c'est ça la question. Comment elle peut trouver oui, la place, justement? Mais c'est ça, comment trouver notre place sans marcher sur les pieds des autres? Comment faire pour être là et qu'on laisse l'espace aux autres d'exister? Alors, pour Marguerite, c'est un gros problème. Et ce qu'elle décide de faire, au départ en tout cas, c'est d'aller dans le monde virtuel. Elle se trouve un avatar et sa vie se passe à l'extérieur de la vraie vie. Dans le monde virtuel, tout à fait, tout à fait. Alors, justement, la fragilité des personnages, Sylvie, dans votre roman, Une berceuse pour Jérôme, est-ce que pour vous, c'est comme une tentative de dire que c'est aussi la fragilité de la société où ils vivent? Bien sûr, c'est la fragilité de tout le monde. On est tous fragiles. Si on reconnaissait qu'on est fragile, je pense qu'il y a bien des choses qui se régleraient. Oui. Beaucoup. Mais on est tous fragiles et on a tous les mêmes besoins. Ça passe par la reconnaissance. Ça passe par la reconnaissance, oui. Et on a besoin d'amour, on a besoin de reconnaissance, on a besoin... Et on a tous peur de quelque chose. Oui, il y a toujours... Et si on pouvait reconnaître ça, je pense qu'on réglerait bien des problèmes. Ça pourrait être une première étape. Vous allez me permettre de vous lire un extrait de votre roman, vous donnez peut-être le plaisir, parce que les auteurs aussi, ils aiment écouter. Oui, quand ils écrivent. Bien sûr. Je vais aller directement à la page en question. Mesdames et messieurs, Une berceuse pour Jérôme, Sylvie Laporte. Attention, Jérôme, c'est fragile. Clara s'est assise près de lui. Ça fait rien, Clara. Il faut que je les emmène, réplique-t-il en agrippant les quelques boules restées intactes et en les balançant dans la valise. Il parsème le tout de miettes d'une décoration à laquelle il semble attaché et s'apprête à refermer le couvercle. Une petite main, amicale, l'arrête. Faut pas, Jérôme, tu vas tout briser. C'est pas grave. Clara, moi aussi, je suis tout brisé, murmure l'homme enfant, hagard. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est Marguerite, roquette-t-il. Elle m'a dit qu'elle m'avait trouvé un foyer. Elle veut plus vivre avec moi. Clara, elle veut plus vivre avec moi. De gros sanglots déferlent de sa gorge, secouant son corps disgracieux et défigurant son visage empâté. Je pourrais pas vivre sans Marguerite, hurle-t-il en s'affaissant sur Clara, qui recule sous l'impact. L'émotionnel est très présent dans votre roman. Oui, oui, beaucoup. Alors, est-ce que vous vous inspirez d'abord de l'émotionnel et de l'affectif, ou bien votre écriture d'abord passe par la première ligne qui est spontanée, peu importe comment Moi, c'est extrêmement instinctif. Alors, tous les romans sont bâtis de la même façon, c'est-à-dire que j'ai une image en tête qui vient pour les premières lignes. J'ai à peu près une image qui vient pour la dernière ligne. Mais entre la première et la 325e page, je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous vous laissez guider. Je me laisse guider et je me laisse porter par les personnages qui, parfois, vont m'étonner. « Ah oui, c'est là que tu vas. » Et puis, je les laisse aller. Après, quand je vais réviser, bon, on pourra peut-être discuter de certaines choses, mais pour le premier jet, je les laisse me parler. Ça, c'est clair. Et la fin, elle est d'un humanisme. Parce qu'à la fin, quand je vois la fin ici, les voisins, par exemple, les voisins ont commencé à se bercer en chantant timidement. Oui. Vous avez recouvert finalement tous vos personnages par de l'humanisme. Oui, oui, mais je crois à l'humain. C'est bête, hein? Non, c'est intelligent. C'est tout à votre honneur parce que je pense aussi que
l'humanisme, c'est la première ou le premier pas à faire Oui. et à exploiter dans notre imaginaire. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais aussi, c'est que, bon, il y a plein de choses. Il y a des films ou des romans d'horreur. C'est très bien, là, c'est parfait. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas ce qui nous différencie, mais ce qui nous unit. Non pas ce qui nous détruit, mais ce qui nous allume, ce qui nous ramène. Pour moi, il est là l'essentiel. Et c'est toujours le sujet de mes livres, tout le temps présenté d'une façon différente. Mais, mon Dieu, on a une vie. Pourrait-elle être belle? À vivre, une vie à vivre qui pourrait être belle. Une berceuse pour Jérôme, mesdames et messieurs. Alors on fait une pause et on vous retrouve dans les prochaines minutes. Restez parmi nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours avec notre invitée Sylvie Laporte. On va parler d'auto-édition. Ouais. Le tout dernier, ça a été auto-édité. J'aimerais savoir pourquoi vous avez eu recours à l'auto-édition pour votre tout 5e roman. OK. Je dois vous dire que je suis lasse de recevoir des lettres des maisons d'édition qui disent « Votre manuscrit est superbe, nous considérons qu'il doit être publié, tout est là, etc. Cependant, vous savez, le milieu est difficile, nous ne pouvons pas risquer quoi que ce soit, donc on ne vous publiera pas, nous sommes certains que vous trouverez preneur. » Vient un moment où tu te dis « Ben, alors, si on ne me publie pas et pourtant on considère que tout est là pour que je sois publié, j'en ai déjà 4 de publiés dans des maisons d'édition, alors ben, je vais le faire moi-même. Sinon, ça ne se fera pas. » Donc ça, c'est la première raison. Après, quand j'ai commencé à faire le travail, alors d'abord, j'ai travaillé avec Bouquin-Bec qui accompagne l'auteur dans l'auto-édition. J'ai commencé à voir le côté extraordinaire de l'auto-édition. C'est extrêmement stimulant, c'est extrêmement exigeant, mais quand même, il se crée une espèce de sentiment d'abord d'indépendance. On n'attend plus après personne. Un sentiment aussi de plénitude. Et c'est toi qui choisis tout. Oui. Alors, la mise en page, l'illustration, tout est ton choix. Si tu te trompes, tu n'en seras que le responsable. Le responsable. Mais ça, c'est absolument extraordinaire. C'est aussi très épeurant, mais c'est extraordinaire également. Ben, l'auteur, il peut être aussi, il peut entreprendre, comme vous dites, s'entourer d'une petite équipe. Bien, il le faut. Parce que je pense que pour faire de l'auto-édition, il faut s'entourer d'une vraie équipe, d'une équipe éditoriale, de correction, de graphisme, mise en page, d'illustration, d'impression. Plusieurs auteurs vont penser, c'est normal au départ, se disent, ils ont tellement travaillé, tellement mis toute leur âme. Ah oui, c'est parfait, c'est très bien. Non, c'est pas vrai. Il faut passer par toutes ces étapes. Par toutes ces étapes, tout à fait. Toutes les étapes pour avoir un produit fini qui est de qualité et qui est égal à tout ce qui pourrait sortir dans les maisons d'édition au niveau de la qualité. Oui. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre, de s'entourer de cette équipe et de le faire. Oui. C'est pour ça, moi, que j'ai travaillé avec Bouquin-Bec parce qu'ils avaient une liste de personnes extrêmement compétentes. J'ai rencontré les gens, où sont les atomes crochus, pour ensuite faire des choix et passer par tout le processus absolument nécessaire pour créer un livre. Exactement, parce que c'est toute une chaîne. Tout à fait. Toute une chaîne à ce niveau-là. Est-ce que vous allez continuer à s'auto-éditer ou bien c'était juste peut-être parce que vous avez décidé cette fois, en étant que vous avez publié avec les oui, je vous dirais que je compte publier là, cet automne le prochain, qui va s'intituler Marathon. Et je pense que je vais passer par le processus de l'auto-édition. Maintenant, je connais en plus, je sais maintenant davantage comment ça fonctionne. Je connais les gens avec qui j'ai travaillé. Ça va être très stimulant et intéressant. C'est sûr que le côté difficile de l'auto-édition, c'est qu'après, il faut le distribuer. Il faut le vendre. Oui. Et c'est là que ça devient difficile.
Et c'est une tâche qui n'est pas facile, comme vous venez de dire. C'est extrêmement difficile. Oui, il y a les réseaux sociaux et tout ça, mais il faut communiquer avec les librairies indépendantes. C'est pas évident parce que le milieu aussi est plutôt fermé à ça. Le milieu est fermé. À l'heure actuelle. Exactement, qui est un milieu hermétique. Oui. Mais c'est dommage, hein, parce que si on regarde au niveau de l'autogestion de spectacles ou de théâtre, c'est la norme maintenant, c'est très bien accepté. Exactement. Si on regarde la production de disques, c'est la même chose. Et beaucoup de gens ont réussi. Absolument. Si on regarde au niveau du cinéma, le cinéma indépendant, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de raison pour qu'en littérature, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça a fonctionné. 50 nuances de Grey, ça a été auto-édité en 2011. Beaucoup de personnes ont réussi. Il y a même le Conseil des arts et des lettres du Québec qui adopte une stratégie à ce niveau. Donc, c'est des choix. Donc, il faut toujours, quand vous dites, bien vous entourer. Je ne voudrais pas laisser l'occasion sans ne pas vous donner la possibilité de nous lire encore un extrait, si vous le voulez bien. Bien sûr. Une berceuse pour Jérôme, mesdames et messieurs. D'accord. Avec Sylvie Laporte. On va commencer le tout début. Le tout début. D'abord, une petite phrase de Groucho Marx au tout début qui dit « Je vous céderai bien ma place, mais elle est occupée. » J'adore cette phrase-là. C'est très profond. Alors, vive le vent, Jérôme se balance, les écouteurs enfoncés dans les oreilles, la casquette vissée de travers sur la tête. Vive le vent d'hiver. Il oscille frénétiquement, les pieds martelant le plancher du balcon avec insistance à chaque retour de la chaise berçante. Qui s'en va en sifflant, soufflant. Il prend grande inspiration avant de beugler la suite où s'empilent déjà les fausses notes. Dans les grands sapins verts. Jérôme s'arrête un moment, le corps penché en avant, le cul de la chaise dans les airs. D'un coup de rein, il reprend son tempo infernal, les pieds soulevés et le menton relevé pour mieux hurler, avec une conviction frôlant l'hystérie. « Oh, vive le temps, vive le temps! Baisse le ton, Jérôme! Les voisins vont te crucifier! » crie sa sœur à bout de nerfs. « Vive le temps d'hiver! » Marguerite sort de la cuisine en furie et se précipite sur le balcon pour dégoupiller les oreilles de son frère sans aucun ménagement. « Arrête de crier, combien de fois je t'ai dit de chuchoter les paroles. Pourquoi? Elles sont belles? Seulement pour toi. » Jérôme, décontenancé par la dureté de cette réponse, se triture les lèvres en fixant le vide. « Personne n'a envie d'entendre des chansons de Noël au mois de juillet, ajoute-t-elle rapidement, désolée de l'avoir peiné. « Ouais. À part nous deux, hein, Marguerite? » Jérôme sourit, les yeux brillants, rassuré à l'idée que sa sœur et lui n'embrassent qu'un seul et même point de vue. Bien sûr, elle tapote l'épaule de son frère en esquissant un rictus de pitié. Mais on est obligé de penser aux voisins, tu comprends? Tu voudrais pas déranger Maxime. Non, ni Clara. Clara, elle les aime, mes chansons, elle. C'est vrai qu'elle les aime, mais elle veut pas nécessairement les entendre au moment où toi, t'en as envie. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, c'était tout le temps qu'on avait. D'accord. Merci beaucoup, Sylvie. Mais un dernier mot, où est-ce qu'on peut trouver vos livres? Alors, sur mon site Internet, oui, vous pouvez le dire. Sylvie-laporte-auteure.ca. Excellent, merci beaucoup d'avoir été avec nous chez Arts et Lettres. C'était tout le temps qu'on avait pour cet épisode de l'émission Arts et Lettres. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Ici Kamal Benkiran. À la prochaine.